Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour mes amis, bon dimanche à tous. On va parler d'un sujet qui touche vraiment à notre vie gourmande, à notre vie à table. Les gâteaux, brioches, panettone, enfin tout ce qui se mange des rois, uniquement des rois, puisqu'on est en plein week-end des rois. Alors, n'en déplaise à ceux qui voulaient faire le janvier diète, la diète, la détox d'après les fêtes. Alors on a dit ok, janvier sans alcool, mais on n'a pas dit sans beurre. Et ben ça tombe bien, moi ça me convient tout à fait. On n'en a pas fini encore avec nos tables de fête, puisque ce week-end des rois, il s'émaille avec de nombreuses spécialités selon les régions, selon les boulangers, les pâtissiers. Et ce matin, je reçois des grands boulangers, grands pâtissiers, pour nous parler de toutes les merveilles qu'on va trouver dans les boulangeries et les pâtisseries, que ce soit des brioches, que ce soit des panettones, que ce soit les gâteaux, les galettes, évidemment les galettes des rois. Et on reçoit immédiatement en studio un meilleur ouvrier de France, boulanger, Cyril van der Stuyft. Bonjour Cyril. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Ah, vous avez vu, je l'ai fait à la française, parce que si on était en Flandre, serait-elle française, on dirait Van der Stuyft. Exactement, c'est tout à fait ça. Alors, origine flamande évidemment, mais pas du tout, parce que vous êtes de Réloir, vous. Eh ben, tout à fait, ouais. C'est mon arrière-grand-père, pour la petite Ah, histoire. c'est votre arrière-grand-père qui était directement descendu des Flandres. Alors, à côté de vous, Christophe Louis. Christophe Louis, il est boulanger, évidemment, bonjour, oui. De formation, faut bien tout le dire. Fait. Mais vous avez fait une spécialisation, Christophe. Oui, je me suis spécialisé dans le panettone. Ah, le panettone. Alors, comment est-ce que vous êtes tombé dedans ? Vous avez fait un stage, un voyage en Italie, vous êtes de... Oui, alors, lors d'un stage avec Morandin chez Valrhona, et ensuite à l'école internationale de boulangerie, avec Tomate et Frischambelan. Et puis j'ai poursuivi des stages en Italie, en Espagne, et voilà. Et le résultat, vous êtes tombé dans le pétrin avec le levain, et vous ne faites plus que du panettone, des panettones. C'est ça, exactement. Bon, alors Christophe, lui, on va y revenir dans une seconde, parce qu'en fait, le panettone fait un peu le lien entre les gâteaux de Noël et les gâteaux des rois, puisque vous avez fait... C'est ça, je l'ai détourné un petit peu. Vous avez enjambé les fêtes. Et je vais vous poser tout de suite, Cyril, la question de savoir quelle est la différence, en définitive, entre le travail du boulanger et le travail du pâtissier. Est-ce que le fait que la levure soit vivante chez le boulanger, c'est ça qui fait la différence ? Tout à fait, Vincent. Je pense qu'effectivement, généralement, on a toujours la levure en fait qui vient animer nos pâtes. Et là, voilà. Alors, je vais pas du tout être maussade avec mes amis pâtissiers, bien sûr et bien entendu. Mais c'est vrai que c'est un travail plutôt, on va dire, même si on peut lui donner beaucoup d'esprit, plein de choses, c'est quelque chose comme qui est assez en matière morte, que moi finalement en boulangerie on est quand même sur des choses qui sont très vivantes, et Christophe pourra aussi nous en parler par rapport à ces panettones, mais c'est vrai que finalement on a quelque chose de très vivant qui s'anime. Moi ça me donne beaucoup de plaisir, quoi. Alors c'est très intéressant parce que vous venez de sortir un livre qui s'intitule Viennoiserie aux éditions Chêne, et viennoiserie, c'est un terme assez large pour expliquer en définitive cette part. D'ailleurs, comment est-ce qu'on pourrait définir la viennoiserie ? C'est la boulangerie pâtissière ou la pâtisserie boulangère plutôt ? Oui, chacun y voit un petit peu son truc, mais effectivement, là-dessus, je suis plutôt d'accord. Moi, je dirais plus, on est quand même sur un petit peu le côté perfectionnisme, un petit peu du métier de boulanger, en fait. Donc, boulangerie qui va vers la gourmandise. Mais la viennoiserie, ça englobe quoi ? Ça englobe beaucoup de spécialités à base de brioche, de pâte feuilletée, de pâte à croissant, c'est-à-dire au fond un travail de petites pièces boulangères quand même. Oui, tout à fait. Oui, alors on essaye quand même d'utiliser des matières premières nobles, des œufs, du lait, du sucre pour enrichir un petit peu cette pâte. Et donc de là, en fait, en vient finalement la viennoiserie. Donc oui, beaucoup de pâte levée feuilletée qui nous sert donc pour la pâte à croissant, beaucoup de pâte briochée. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a plein de petites... Au niveau des régions, on a quand même beaucoup de choses, beaucoup de particularités qui sont aussi spécialités, tout à fait. D'accord. Alors c'est intéressant parce que le thème de viennoiserie fait référence à la ville de Vienne, où selon la légende, le croissant aurait été créé, puisque c'était une sorte de pied de nez des Viennois au siège des Turcs, dont le croissant ornait le drapeau, qui aurait créé, après le départ de l'Empire ottoman, ce croissant, un peu pour se moquer de leurs assaillants anciens. Et ce croissant courbé, qui est aussi dans le livre. J'ai vraiment prêté une grande importance parce que finalement, le croissant beurre, il est courbé.
Ah voilà, le croissant beurre à l'origine, hein, il est courbé, alors qu'évidemment très longtemps on a fait des croissants à la margarine qui étaient courbés, et puis pour le différencier on a fait des croissants droits qui étaient le croissant beurre. Il est en train de retrouver sa courbe dans les boulangeries. Je trouve aussi, en tout cas je vous rejoins là-dessus, effectivement on le retrouve de plus en plus courbé, et je pense que c'est très bien. Alors on va détailler un petit peu votre livre parce que c'est une source comment dire, d'inspiration, mais aussi de technique, hein, parce qu'il y a beaucoup de techniques dans la boulangerie. Christophe Louis, parlez-nous donc de cette genèse, parce que vous, avant d'être un panétonnier, j'ai envie de dire, pratiquement c'est devenu votre métier, vous êtes boulanger à la base. Alors moi je suis pâtissier à la base, mais voilà, j'ai eu la piqûre du pain il y a à peu près 4-5 ans, avec un monsieur qui s'appelait Thierry Delabre, avec le levain, contact avec le levain, et puis mon côté pâtissier a rejoint le panettone aussi, et puis entre le lien entre le levain et la pâtisserie, le panettone pour moi ça a été vraiment une révélation. Oui, d'ailleurs ça pourrait être, si c'était en portion individuelle, ça pourrait être considéré comme une brioche, un panettone. Ça pourrait rentrer dans les viennoiseries. Oui, ça peut rentrer dans les viennoiseries, je pense. Hein. Parce que c'est une pâte à brioche qui est riche en œufs, on va en parler, parce que tout cela, c'est de la technique. Hein. Alors, moi, j'aime bien faire la différenciation entre les boulangers et les pâtissiers, de ce point de vue-là, Cyril. Tout à l'heure, nous aurons avec nous ici même Arnaud Larère, qui est meilleur ouvrier de France pâtissier, lui, et on parlera plus avant des galettes. Mais je voudrais qu'on parle des gâteaux des rois, parce que les gâteaux des rois, comme le panettone, c'est une base de brioche. Or, la brioche, c'est très difficile et multiple. Tout à fait, effectivement. En fait, on va pas refaire tout le tracé, mais dans les régions, on consomme ou de la galette à base de pâte feuilletée, donc on connaît bien avec le cœur frangipane. Plutôt au nord, on va dire, pour faire simple. Alors pour faire simple, au pays du pain au chocolat, c'est plutôt de la galette. Au pays de la chocolatine, c'est plutôt du gâteau des rois. Exactement. Donc on a une base de couronne, où selon les régions et les coutumes, on a aussi parfois une boule, qu'on peut appeler royaume, qu'on peut appeler gâteau des rois, brioche des rois. Et donc on y met souvent des fruits confits. Et on fait une belle brioche, voilà. Et cette brioche, elle n'est ni trop riche ni trop pauvre. Faut simplement en fait qu'il y ait quand même un minimum de 25% de matière grasse dedans et des fruits confits. Alors après, chacun y met un petit peu sa touche. Exactement. La touche personnelle. Ouais. Exactement. Ouais. Oui, mais alors vous dites ni trop riche ni trop pauvre. Là, tout se joue dans la pâte à brioche. Exactement. Parce que si on veut faire simple, et dans votre livre, c'est très bien expliqué. D'ailleurs, il y a différentes pâtes à brioche, et on va en parler un petit peu. On va un petit peu détailler. Pour ceux qui nous écoutent, je suis sûr que ça les passionne comme moi. C'est en fait la lutte entre la levure ou le levain, quelque chose qui va alléger, en soufflant en quelque sorte la pâte, et la matière grasse qui est celle à la fois du jaune d'œuf et du beurre qu'on va rajouter et qui empêche de lever. Donc c'est une sorte de combat, quoi. C'est un match de boxe entre les deux. Tout à fait. En tout cas, quand on part, et Christophe nous en parlera tout à l'heure, qu'au niveau des levains, juste 100% levain, évidemment, il y a intérêt à avoir un super levain qui ait une bonne force, qui est plein d'atouts pour venir lever cette pâte. Parce que cette pâte, en tout cas pour le panettone ou même les brioches, elles sont assez riches, donc en plein de matières premières qu'on a citées tout à l'heure, et plus elles sont riches, et plus elles ont du mal à fermenter et à pousser. C'est comme plus on est lourd, plus on a du mal à se lever le matin. Voilà, donc du coup, forcément, il faut avoir une qualité de levain qui soit exceptionnelle. Bon, alors ces levains, on va dire dans la légende de ceux qui font du panettone, et notamment en Italie, on dit que le levain, d'abord, c'est quelque chose de très personnel. Christophe Louis, c'est vrai? Oui, effectivement, le levain, on y tient vraiment comme dur comme le fer, comme le. De toute façon, je vous ai ramené. Regardez là, il y a les levains. Oui, ça c'est votre levain solide, ça? Ça c'est le levain solide. Alors celui-là, il est, on dit que c'est la méthode milanaise là, parce qu'on le met en sac. Et là, oui, parce qu'il est dans un peu emmailloté comme une volaille de Bresse. Là, il est en position de dodo là. C'est son dodo. D'accord. Et là, il est dans l'eau, méthode piémontaise. D'accord. Ah oui, donc il est liquéfié. Et là, normalement, il croûte au-dessus. Et là, c'est la position de sommeil. Et là, quand on le travaille, généralement, on le met comme ça, on l'incise. Et là, il est à son apogée. C'est ça, il prend. Et là, parce que en même temps, je fais toujours un témoin. Et quand il triple comme ça, moi, vous savez que c'est à point. pH aussi. Pour moi, c'est des indicateurs, le temps, le volume, la température, pour dire que on est bien, quoi. Et là, en studio, ce matin, il fait chaud, il va monter alors.
Ça devrait commencer à continuer à travailler. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous sentez l'odeur aussi de ce levain qui est à maturité, vous allez dire mais ça sent pas très bon. Mais pourtant, ça c'est un repère olfactif qui est très important pour nous parce qu'il y a le gaz qui se dégage et on se dit mais là le levain est prêt. Donc parfois on n'a même pas besoin de pH ou autre chose. On se dit là c'est bon à l'odeur, on est bon là. Il faut dire que ce qui se dégage à la fermentation, c'est du gaz carbonique. Voilà. Donc c'est pas très bon pour l'atmosphère. La signature carbone de celui qui fait du panettone, c'est pas très écolo. Non, mais enfin bon, évidemment, ce sont des microbules. Cyril van der Stuyf, c'est intéressant. Parce que dans votre livre, vous détaillez, parce que évidemment, pour être un boulanger, il faut penser matières premières, ustensiles, technique, et puis autre chose. Moi, ce petit plus que j'aime dans la boulangerie, qui est la vie. Bien sûr. Et la vie, elle est dure à contrôler. Tout à fait. C'est ça la levure ou le levain. C'est en fait cet apport du vivant dans votre préparation. Moi, je dis souvent, la lecture de la pâte, c'est hyper intéressant. Et ce qui est riche dans notre métier, c'est que d'un boulanger à un autre, on a tellement de différences, mais de par sa façon et sa passion de travailler les produits. Là, on entend Christophe sur ses levains. Ça, si c'est pas de la passion, il faudra me rappeler le mot passion, quoi. Effectivement. Et donc, tout ça, évidemment, ça nous apporte tellement de choses. Alors on va en parler tout de suite après ce qui suit. On va parler viennoise, pain au lait, brioche, gâche, enfin toutes sortes de pâtes briochées, même la brioche feuilletée qui était très à la mode, parce que moi ça me donne sacrément envie ce matin et j'ai pas petit déjeuner encore. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. C'est aujourd'hui plus que jamais qu'on tire les rois, comme on dit en France, chez nous. Alors on les tire en trouvant la fève dans la galette ou en trouvant la fève dans les gâteaux des rois ou les brioches des rois. C'est brioches avec des fruits confits souvent dans le sud de la France. Mais bon, ça a bien gagné quand même parce qu'il y en a qui ont un peu marre de la galette frangipane. Mais enfin, on en parlera tout à l'heure avec Arnaud Larrain. On va pas se l'énerver s'il nous écoute en venant. J'ai avec moi Cyril van der Stuyf qui est boulanger, meilleur ouvrier de France. J'ai avec moi Christophe Louis qui est pâtissier mais spécialiste du panettone. Donc lui, il est devenu boulanger par passion du panettone. Et on parle de brioche. Alors moi, ça m'intéresse beaucoup parce que dans votre livre, Cyril, qui vient de sortir, viennoiserie, une grande part est faite aux différentes pâtes. Et c'est bien de ça dont il s'agit. Moi, je regardais votre livre et je me disais, c'est un peu comme un compositeur. En définitive, il a sa gamme et ses instruments dans l'orchestre. Il faut tout connaître pour pouvoir choisir. Mais si on regarde ce qu'il y a dans votre livre, les différentes pâtes à brioche, par exemple, les éléments vont changer à l'intérieur. Bon, la façon de faire est souvent assez proche, mais selon la quantité de beurre, selon la quantité d'œufs, qu'on y mette de la crème ou pas, qu'on y mette du lait ou pas, on va avoir des résultats différents. Tout à fait, on va avoir des résultats différents et on va aussi avoir quand même un toucher de pâte qui est différent. Et donc, si on connaît nos fondamentaux, je pense toujours les fondamentaux, c'est hyper important dans notre métier. Si on a bien nos fondamentaux, alors du coup, ça pose aucun problème. Mais tout à fait, je vais avoir plus d'œufs, je sais que ma pâte, tac, elle va réagir comme ci, comme ça. Plus de lait, il va y avoir du gras, il va y avoir un petit peu de sucre, du lactose. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc oui, on a les grandes bases et après on peut décliner. Mais ça, il faut bien le connaître. Et souvent, c'est ce que je reproche un peu à 2-3 personnes qui me disent moi, je fais comme ci ou comme ça, mais ils n'ont pas les fondamentaux. C'est compliqué. C'est compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on est mauvais professionnel, mais ça veut dire que une maison, elle tient parce qu'il y a des fondations. Point à la ligne. C'est intéressant parce que moi, une phrase que je répète souvent comme un mantra, qui est la bonne cuisine. Quand je dis la cuisine, j'englobe toutes les préparations culinaires et la pâtisserie et la boulangerie. Ça ne s'apprend pas, ça se comprend. On a besoin de savoir ce qui se passe en fait pour pouvoir l'appliquer à différentes situations. Bien sûr, on peut être excellent. Moi, je donne beaucoup de cours à l'étranger et souvent, mon public a du mal à me dire « Chef, je comprends pas, vous avez mis 2 minutes de plus sur pétrissage. Pourquoi ?» Pourquoi? C'est très simple, parce que vous pourrez lire tant que vous voulez tous ces livres, il faut le travailler, il faut le toucher. Et puis le feeling, quoi. Et puis le feeling, c'est vrai. Et alors là, et on peut évidemment bien l'expliquer pourquoi on a fait 2 minutes de plus, par exemple un pétrissage. Mais on peut regarder tant qu'on veut des meilleurs de France, des champions du monde, des excellents artisans boulangers qu'on a un peu partout en France. Il faut y aller, il faut y aller. Et si vous voulez y aller, d'ailleurs, moi je vous recommande ce livre Viennoiserie qui vient de sortir. Pourquoi est-ce qu'un boulanger décide d'écrire un livre ? Alors, très bonne question. C'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis un moment. Et puis, j'ai pas mal de gens, des stagiaires, des boulangers qui m'ont dit, chef, vous sortez... Gravez-le dans le marbre, quoi. Vous sortez quand un livre? Parce que c'est bien beau de nous montrer tout ça, mais... Faut pouvoir se référer. Voilà, et puis du coup, c'est parti comme ça. Et finalement, il y a eu une très bonne collaboration avec l'édition du Chêne. Et on a sorti un livre...
Alors qu'on peut toujours, bien sûr, moi-même, je me dis toujours, oh tiens, ça, la prochaine fois on fera différemment. Mais c'est vraiment, on a essayé de remettre... Mais c'est accessible quand même, c'est pas uniquement pour les professionnels. Hein, on a essayé évidemment d'aller au maximum sur l'accessibilité. Et pour les pros, qui viennent chercher un petit peu plus les techniques, un petit peu de recettes aussi. Et puis bien sûr pour nos amis particuliers, qui, on a vu pendant le confinement, étaient loin d'être mauvais quand même. Et je pense que il faut y faire attention à ça. Alors, Christophe, lui, il s'est attaqué à ce qu'il y a de plus difficile, en fait, dans la boulangerie. Parce que le panettone, ça a l'air de rien, mais s'il y a un vrai culte en Italie, et notamment en Italie du Nord, de cette brioche aux fruits secs, c'est bien parce que c'est extrêmement difficile de le réussir. Oui, en fin de compte, moi je pense que comme Cyril, il y a des bases et fondamentaux qu'il faut pas relâcher. En l'occurrence, c'est le levain. Moi, j'ai beaucoup de gens qui passent chez moi, qui me disent commence à prendre les photos en recette, etc. Ils me disent je peux te prendre la recette de un tel. Je fais vas-y. Sauf qu'ils m'appellent quand ils repartent, ils me disent ça n'a pas triplé, qu'est-ce qui se passe Je fais qu'est-ce qui s'est passé avec le levain, est-ce qu'il y a les bonnes populations dedans? Et là, ils ont complètement oublié. Ils veulent faire de l'Instagram, des grosses bulles, etc. Sauf qu'ils ont tout oublié, c'est que le levain, en fin de compte, c'est juste à la base. Et s'ils l'ont laissé en rentrant chez eux, s'ils n'ont pas pris soin, il n'y a plus de la bonne population dedans. Et puis, du coup, ils galèrent, quoi. Est-ce que, comme tous les fous de panettone, vous dormez avec votre levain à côté de vous? Est-ce que vous l'écoutez la nuit? Non, mais maintenant, je trouve qu'on a plein d'outils, plein de choses qui permettent de surveiller. Moi, au début, il n'y a que moi qui m'occupais du levain. Et puis, là, en faisant des témoins comme ça, en regardant les pH, il y a plein d'indications, d'acidité. Il y a plein d'indications qui permettent de faire travailler les autres et puis de venir à la radio. Alors attendez, moi je me tourne vers Cyril van der Stuft. J'ai besoin de comprendre. Au fond, on le voit dans nos boulangeries, baguettes au levain ou baguettes de tradition, ou baguettes sur pouliche, même dans le pain, même sans parler de brioche. C'est quoi la différence entre la levure, qui est de la levure de sucre ou de bière, et le levain que l'on fait soi-même? Mais finalement, le levain qu'on fait soi-même, c'est un levain donc naturel qui va venir en fait des levures sauvages. Donc les levures sauvages, on en a partout. Il faut les capter, quoi. Il faut les capter et les développer. Et pour les développer, donc le boulanger va réaliser forcément un premier levain, du coup un mélange. Et généralement, on va utiliser, pour faire court, beaucoup de farines bio parce que justement elles ne sont pas traitées, donc on retrouve beaucoup plus de présence du vivant. Exactement. Et puis surtout des farines qui sont typées, c'est-à-dire avec de l'enveloppe. L'enveloppe elle est importante. Pourquoi? Parce que les levures sauvages se retrouvent souvent sur l'enveloppe. Donc dans un démarrage de levain, il est fort probable qu'on le démarre avec des farines donc typées, donc c'est-à-dire style une farine complète, vous voyez, de froment ou de seigle même d'ailleurs. Et puis derrière, il va y avoir différents rafraîchis, une étape que nous en tout cas on explique dans le livre plutôt sommairement mais classique pour bien réaliser son levain. Et derrière, après on viendra les fameux rafraîchis et puis tout le professionnalisme du boulanger. Alors, il y a différents levains, évidemment. On va dire, pour faire simple, il y a les levains solides et les levains liquides. Oui. C'est certain, on va dire que les liquides sont plus adaptés par rapport à l'utilisation pour des pains, des petites pièces, alors que le solide, c'est plutôt le gros pain de campagne à la base. Exactement. Alors souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que sur le levain solide, on va l'utiliser généralement, nous, je parle vraiment pour la boulangerie, pure et dure, des pains un peu de caractère, parce que le levain dur nous apporte souvent quand même de l'acidité. Oui, on a des pH qui sont assez importants. On se souvient tous dans notre enfance que le premier promoteur qui a été Poilane du pain au levain et de cette acidité qui rebutait pas mal de gens. Qui était quand même un peu complexe au départ, c'est vrai, mais qui a quand même son public. Et après, nous, on utilise quand même beaucoup aujourd'hui aussi des levains liquides qui, eux, ont le pouvoir quand même d'être plus lactiques, ce qui est quand même très facile à comprendre puisque la densité de l'eau est quand même bien plus importante. Donc du coup, on développe quand même surtout le lactique. Quand vous dites lactique, c'est une autre fermentation en quelque sorte. C'est ça, tout à fait. Une fermentation lactique un peu. De toute façon, sur les levains. Plus douce, quoi. Exactement, c'est ça. D'accord, ok. Christophe, lui, qu'est-ce que vous utilisez, vous, comme levain pour vos panettones? Mais moi, c'est toujours des levains que je récupère d'amis italiens. Ah, c'est vrai, vous allez piquer les levains italiens. Ouais, italiens ou espagnols. Que vous cultivez ensuite. Oui, en fin de compte, ils changent totalement parce que ce qui est incroyable, c'est qu'on comprend pas. D'ailleurs, c'est l'odeur quand je le récupère de chez eux. Et puis, quand moi je les entretiens, ils fonctionnent toujours. Mais en fin de compte, on a cette odeur qui est très marquée, qui s'efface. Ils se francicisent. C'est ça. Un petit peu, ils se parisianisent. Voilà. C'est drôle, ça. J'essaie de conserver la bonne population parce que ce qui est important, moi en production, c'est d'avoir la bonne population
gens qui sont dans les levains. Et voilà, je sais que les gens qui font du panettone, voilà, ils entretiennent bien toute cette flore. Et généralement, moi, on m'en demande aussi pas mal parce que comme je fais pas mal de panettone en France, j'ai quelques amis qui me disent bah tiens, je veux faire du panettone, mais qui en font pas toute l'année. Ils préfèrent venir m'en demander que de démarrer parce que souvent ils galèrent avec le levain du pain. Ça peut fonctionner, mais on n'est quand même pas sur les mêmes populations. Christophe Louis, quand on parle de ces levains, sont des organismes vivants. Il faut les nourrir, hein, si on veut qu'ils vivent. Avec quoi on les nourrit? Bah, farine et eau, l'humidité. C'est-à-dire le sucre de la farine, quoi, l'amidon. Ouais. Quoi. Et puis, bon, ce qui est magique, hein, c'est que avec la technologie, entre les températures qu'on peut maîtriser et tout, on joue entre les ratios d'eau et de farine. Donc voilà, ça nous donne beaucoup plus de liberté qu'avant. Parce que là, je suis venu aujourd'hui, donc j'ai mis un peu plus de farine dans le dernier rafraîchi du levain. Parce que le levain, il aura, au lieu d'avoir 15 heures de sommeil, il va avoir 18 heures. D'accord. Donc, il va falloir que je joue avec ça pour que quand je revienne le lendemain matin, il est triplé, il soit à son apogée pour que je puisse recommencer. Apogée. Parce que si je lui donne, s'il a trop faim le lendemain ou s'il n'a pas assez faim, donc il sera plus en équilibre. Du coup, moi, ça va me changer tout mon organigramme et je pourrai pas produire ce jour-là. Vous vous rendez compte ? Donc, il va falloir que Donc, c'est fou, hein. Mais c'est ça le travail du boulanger, Cyril, parce que ce que nous dit Christophe sur le panettone, c'est la même chose sur le pain chaque jour. Mais c'est exactement ça, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Avec ce feeling. Cyril van der Stuyf, tout est dans le bouquin, assez bien expliqué, hein, avec des pas à pas, des photos. Est-ce que ça remplace le travail aux côtés d'un boulanger par rapport au livre? Oui, pour apprendre. Alors, on remplacera jamais forcément la formation quand même en présentiel chez l'artisan, ça c'est sûr. Mais en tout cas, on apporte quelque chose. On se dit, ça peut être complémentaire en tout cas, largement. Non, parce que je me posais la question en regardant, par exemple, vous dites pour la farine utilisée dans votre pâte à brioche, vous dites moitié farine de froment, moitié farine de gruau. C'est quoi de la farine de gruau? Et bien justement, ce qui était très bien dans ce livre, c'est qu'on s'est dit, bon, on veut pouvoir avoir un accès quand même avec les particuliers, donc voilà, monsieur tout le monde. Bon, super. Mais les gens n'ont pas assez... on veut quand même les professionnaliser un petit peu. Ouais, qu'ils aient la connaissance, quoi. Exactement. Donc on l'a expliqué. Alors la farine de gruau, c'est quoi pour faire court? C'est simplement une farine de blé de force, en fait. Ce sont des blés qui sont beaucoup plus forts que d'autres en protéines, généralement. Donc riche en gluten, on peut dire. Non, mais il faut dire le mot. Hein. Oui, tout à fait. Moi, ça me fait pas peur. Hein. Non, moi non plus. Hein. Je sais qu'il n'y a pas de vrai... En dehors des cœliaques, et on le regrette pour eux, l'intolérance au gluten, c'est souvent de l'intolérance à l'indigestion de manger trop de pain. Voilà. Tout à fait, Vincent, je vous rejoins là-dessus, évidemment, parce que sur le gluten, on a quand même beaucoup de gens qui sont donc intolérants. Ok, mais on sait toujours pas, l'INRAL l'a dit, on sait toujours pas si ça vient de ça ou pas, en fait. Mais il y a beaucoup de gens quand même qui consomment mal le pain. Pas assez cuit, trop chaud. Pas assez cuit, trop chaud, on a quelque chose quand même qui est, à mon avis, pas assez dégradé. Il y a trop d'amidon encore. Donc tout ce travail, il va se faire dans l'estomac. D'accord. Et donc on a le ventre qui gonfle, on a... oui, bien sûr. Et plus on mange des pains de mauvaise qualité et des viennoiseries de mauvaise qualité, plus on a ce risque. Dites-moi, il y a un truc qui m'intéresse. Pourquoi est-ce que la viennoise, la baguette viennoise, d'ailleurs vous allez nous dire c'est une baguette avec de la matière grasse en fait, et du sucre, pourquoi la baguette viennoise a remplacé partout le pain au lait de mon enfance? Du pain au lait, on n'en trouve plus. De la petite navette, du pain au lait. Alors je pense, pour une raison très simple, en tout cas qui est la mienne, c'est qu'aujourd'hui, nous, quand on travaille, même dans nos entreprises, en tout cas même à l'étranger, on veut de plus en plus des gammes assez courtes, en fait. Donc, les gammes courtes, c'est super. Ça nous permet vraiment d'avoir quelque chose qui va à l'essentiel, où on peut faire, en fait, du sourcing. Et on aromatise après, mais on part sur une pâte, au lieu d'en avoir trois. C'est ça, tout à fait. Et donc, peut-être, à mon avis, c'est venu de ça. Au début, nous aussi, on avait le pain au lait, la petite navette, avec le petit coup de ciseau, puis parfois un petit peu de sucre gras, on était bien content. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait plutôt un produit, c'est-à-dire qu'on va peut-être enrichir un peu la pâte à viennoise, qu'elle soit peut-être aussi riche que le pain au lait. Et puis à côté de ça, on n'aura plus qu'un produit. Parce que le pain au lait, c'est normalement plus gras que la viennoise. Alors c'est surtout que normalement c'est fait qu'avec du lait. Ouais, c'est ça, c'est au lait, quoi. Mais encore faut-il du bon lait entier pour que ça ait vraiment un bon goût. Bien sûr, on s'y retrouve toujours. Pareil, c'est le sourcing des matières premières. Le sourcing des matières premières. Restez avec nous, messieurs. On va accueillir Arnaud Larère, meilleur ouvrier de France pâtissier. On va un peu mettre le nez dans la galette parce que c'est bien gentil vos histoires de boulanger, mais il faut quand même un pâtissier pour venir mettre le là. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Et c'est reparti pour un tour de galette cette fois-ci, puisque nous accueillons en studio Arnaud Larère, meilleur ouvrier de France, pâtissier, qui est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous. Vous sortez de votre labo là, j'imagine, parce qu'en fait, ce week-end, vous roulez les galettes, quoi. Enfin, on dit rouler. Enfin, plutôt vous les déroulez. On les abaisse, on les cuit, on les chiquete. Et après, on les fait déguster. Exactement. Ah oui, moi, je suis content de vous avoir fait un petit peu sortir du labo, prendre l'air, pour voilà, venir jusqu'au studio. Ah bah non, c'est quand même, parce que c'est extraordinaire. Autant Pâques pour les chocolatiers, les rois pour les pâtissiers et les boulangers, c'est quand même une période d'intense activité. Après les bûches de Noël. Faut pas se relâcher. Et comme on dit, il faut bien démarrer l'année. Donc, ça reste encore pour nous dans les fêtes. Mais voilà, c'est un nouveau plaisir. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se réunissent autour de la galette pour bien démarrer l'année. Alors, je suis content que vous soyez là avec nous. Arnaud, vous venez de sortir aux éditions Hachette un livre qui s'appelle Pâtisserie. Et en face, vous avez Cyril qui a sorti Viennoiserie. Donc c'est un peu le match de boxe, vous voyez. Non mais moi j'aime bien ça parce que je peux vous dire qu'avant que vous arriviez, ils taillaient les pâtissiers, les deux boulangers là. Oh là là. Enfin bon, autant Christophe avec ses panettone que non, ils sont extrêmement respectueux du métier. Mais on est là aussi pour expliquer que ce sont deux métiers qui sont différents, même s'ils se rejoignent sur certains points, et notamment au moment de la galette des rois, parce que Cyril il fait des très belles galettes aussi. Oui, c'est vrai, exactement. On a le même métier, franchement. Après, on travaille différents produits, mais c'est la même ADN, c'est le même plaisir. Et partager aussi avec les gens des choses différentes, moelleuses, croustillantes. Oui, alors en plus... Arnaud Larère, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un territoire d'intersectionnalité, on peut dire, entre les deux métiers, que sont justement toutes les viennoiseries, les petites pièces, les petits entremets de ça. Tous les boulangers font des gâteaux maintenant, c'est très rare quand on se cantonne qu'au pain. Et de leur côté, les pâtissiers, évidemment, font des gâteaux, des entremets, des petites pièces, aussi de la viennoiserie. Eux, c'est le chocolat, et les boulangers, c'est le pain, leur particularité en définitive. Ouais, c'est ça, c'est un peu, chacun trouve sa route aussi par rapport à ses envies, ce qu'il a envie de faire. Et c'est pas, je pense que même ce qu'on faisait il y a 10 ans, on l'a fait évoluer, que ce soit même en pâtisserie, chez moi en chocolaterie, aussi en biscuiterie. La biscuiterie, c'est très important. Ah, mais c'est... surtout que vous êtes breton, vous. Alors évidemment... c'est ça. Donc, quand on parle... D'ailleurs, quand on vous dit galette, vous pensez pas galette des rois tout de suite, vous? Non, on pense au beurre, je pense. Mais du bon beurre. La galette quand elle est bien faite, quoi. Voilà. C'est ça. Arnaud Larère, et un truc qui est très intéressant, c'est qu'en définitive, vous vous retrouvez sur la pâte. Parce que autant le métier de boulanger a évolué de la pâte à pain vers la pâte à viennoiserie, et c'est le but de la présence de ces deux messieurs aujourd'hui, Cyril et Christophe, mais autant les pâtissiers ont parfois délaissé la pâte pour aller vers l'entremet, vers la crème, même vers d'autres formes de dessert, en oubliant un petit peu la pâte. Oui et non, parce que moi je fais mon baba déjà, je fais ma pâte à baba depuis des années, et aujourd'hui c'est un de mes best-of. Donc non, moi j'ai autant de plaisir à faire une pâte qu'un entremets, même si mes équipes m'écoutent, ils seront d'accord avec moi, c'est que le poste que je préfère, c'est le tour. Ah, tourier, on n'en a pas encore parlé, mais c'est le moment où il doit y aller, le tour, en ce moment. Il doit y aller, moi j'adore ça, parce que, comme on dit, il n'y a pas droit à l'erreur. C'est pas une crème anglaise qu'il faut réchauffer ou refroidir. Et je trouve que c'est là où on voit tout le cœur du métier. Alors, dites-nous ce que c'est qu'un tour. Alors, le poste tour, c'est là où on travaille toutes les pâtes. On abaisse les millefeuilles, les pâtes sablées. On fait tout ce qui est brioche, croissant, viennoiserie. Donc, c'est vraiment un poste complet. C'est le travail de la pâte. Voilà, c'est le travail de la pâte. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Il y a Laurent Le Daniel, qui est le président de la Confédération de la pâtisserie. Breton aussi. Voilà, et qui va relancer la mention complémentaire viennoiserie. Ah, c'est bien ça, Cyril van der Swift. Une très belle idée. Parce que c'est ça aussi, cette intersection entre les pâtissiers et les boulangers. On a association avec la boulangerie. Avec la boulangerie.
pour vraiment retrouver des tourriers parce que c'est un manque et aujourd'hui c'est un métier complètement complet on peut vraiment s'éclater et je pense que justement il faut comme tout, il faut une formation pour bien démarrer. Alors quand vous dites tourrier, pour ceux qui ne sont pas du métier, ils se disent mais ça fait référence à quoi ils tournent sur eux-mêmes. Non, c'est évidemment les tours que l'on donne à la pâte feuilletée, puisqu'on la traite comme un portefeuille et on la lamine. Ou on l'abaisse, en tout cas. Ouais, c'est ça, exactement. C'est les couches qu'on superpose les unes sur les autres avec des temps de repos, et ce qui augmente la densité et le feuilleté d'une pâte. Alors Christophe Louis, il écoute ça et je le vois avec le sourire parce que voilà un traître, en définitive, un ancien pâtissier mais qui est tombé dans la boulange quand même, avec le panettone. Vous vous faites charrier un petit peu par vos anciens collègues, Christophe Louis? Non, ça va pas trop. Pas trop quand même. Non, ils veulent récupérer du levain, généralement, les collègues. Ah, voilà. Moi, j'ai envie de dire que c'est ça. Au fond, la vraie différence entre les deux métiers, c'est la pâte vivante. Parce que souvent, les boulangers travaillent la pâte levain et levure, alors que souvent, ce sont des pâtes inertes dans la pâtisserie à la base. Ce qui fait gonfler le feuilletage, c'est juste la vapeur d'eau qui se dégage de l'eau dans l'abaisse. Oui, c'est ça. Et puis, nous, en pâtisserie, on utilise plus les poudres à lever. Ce qu'on appelle la levure chimique dans les cuisines. Voilà. C'est-à-dire, au fond, le bicarbonate, par exemple. Le bicarbonate, avec un amidon pour stabiliser. Mais voilà, on les met dans les madeleines, les cakes, voilà. C'est les petits financiers. Les petits financiers. Tout ça, c'est-à-dire en fait, on l'appelle chimique parce que simplement, il y a un dégagement gazeux lorsque ça monte en température. En quelque sorte, le gaz carbonique ne vient pas du fait qu'il y ait une fermentation à froid, mais c'est au moment où on le met au four, en définitive, que ça se développe. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est un mélange et ce qui fait que... Mais c'est naturel, parce que c'est vrai qu'on dit levure chimique, on se pose des questions, mais... Eh ben oui, non, mais parce que le mot de chimique, on l'aime pas trop, surtout qu'on nous parle beaucoup. Lui, ça le fait rigoler doucement, Christophe Louis, parce que lui, il fait ses levains lui-même, il va les chercher en Espagne, en Italie, donc ça n'aurait pas de sens. Vous mettez pas du tout de levure chimique, vous, jamais? Non, nous c'est les bonnes populations quand... Les populations, parce que vous appelez ça les populations. Oui, c'est genre, la levure est un être vivant comme tout le monde. On sait pas trop comment ils sont dedans, même le pH mètre ne nous dit pas. Donc il y a que nos indications visuelles, olfactives qui nous disent t'es dans le bon chemin là. Il faudrait avoir un microscope en fait pour savoir exactement ce qui se passe. Puis bon, ce qui est génial, c'est un peu l'inconnu quoi. La magie. La magie, voilà. Donc si tout était parfait, on s'ennuierait quoi. Cyril, dans votre livre, on peut faire référence à celui d'Arnaud Larère également. Vous expliquez les différents feuilletages. À 2 tours, à 1 tour plus 1 tour, le feuilletage inversé, etc. C'est quoi tout ça? Alors, généralement, pour tout ce qui est pâte à croissant, on peut utiliser 2 tours simples, on peut utiliser 3 tours doubles, on peut utiliser... Attendez, oulala, pâte à croissant. Pâte à croissant, c'est quoi? C'est à mi-chemin entre le feuilletage et la brioche? Alors, on peut dire c'est une abaisse levurée. On va dire que c'est une pâte un petit peu plus pauvre forcément que la brioche, parce qu'il y a quand même beaucoup moins de beurre dedans, moins de sucre, et donc du coup finalement, mais on est quand même un petit peu au-dessus comme du feuilletage où déjà il y a de la levure dedans, d'accord. Donc en fait, le nombre de tours, c'est le nombre de feuillets en fait de beurre et de couches de beurre et de pâte qu'on va faire. En quelque sorte. Exactement. Qu'on va faire. Et selon ce qu'on veut obtenir comme produit, eh bien, on va réaliser un nombre de tours. Après, il faut savoir que plus on met de tours, en tout cas, je vais parler vraiment sur une pâte feuilletée, plus on dit que c'est fondant, moins on met de tours, plus c'était croquant, plus ça se détachait. Finalement, ça n'avait que très peu d'intérêt, sauf pour de l'Instagram. Mais bon, c'est pas la clientèle de l'Instagram, faut le savoir quand même. Oui, c'est pas ce qui fait vendre. La pâtisserie, la boulangerie, ça se mange, c'est pas uniquement pour regarder, quoi, et pour faire joli. On est d'accord, Arnaud Larère? Oui, on vend de l'alimentaire, faut pas oublier. On vend pas des meubles. Arnaud Larère, lorsqu'on parle de ce métier de tourrier, évidemment, le feuilletage est au centre même de cette activité. Le feuilletage chez vous, est-ce qu'il y en a différents? Ou est-ce que vous avez une base qui est relativement la même? Non, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Oui, c'est ça. C'est l'ADN du pâtissier. Mais chaque pâtissier a son feuilletage, comme chaque boulanger qui fait du panettone aura son levain, par exemple? Je pense que tout le monde a à peu près les mêmes recettes. Après, c'est plutôt les tours de main
ou par exemple, comme on disait, le feuilletage inversé ou le feuilletage classique. Moi, j'utilise toute l'année le feuilletage inversé. Ouais, qui est un feuilletage beaucoup plus riche en beurre, on peut dire. Voilà, c'est ça. Et qui est plus friable aussi que le feuilletage classique. Alors que justement, pour les galettes, j'utilise du feuilletage classique. Ouais. Mais pour qu'il reste aussi, je dirais, pour qu'il s'effrite pas trop, je rajoute aussi un peu de lait dedans. Ah, d'accord. Ouais. Ça va lier en quelque sorte. C'est ça. Un petit peu. Voilà. Et ce qui fait que ça amène encore Rendre élastique. Voilà, oui, c'est ça. Mais ça amène encore une texture un peu différente. Et ça personnalise ma recette. Voilà, comme on essaye tous d'avoir ces recettes qu'on affine au fil des années. Au fil des années. Oui, parce que le travail, on l'entend bien, c'est tous les jours, avec évidemment les conditions climatiques, les conditions de pression atmosphérique, même l'humeur du boulanger ou du pâtissier. Et ça peut changer. Donc, il ne faut pas avoir un produit standardisé, Cyril, quand on est artisan, qu'on soit boulanger ou pâtissier. Je pense quand même qu'il faut avoir son cahier des charges de sa propre boutique, c'est très important. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire comme nos collègues tous les jours. Mais après, évidemment, on n'est pas des industriels, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, c'est bien quand même de pouvoir se démarquer en ayant nos produits, nos petites choses. Là, Arnaud disait tout à l'heure, moi je mets un petit peu de lait. Voilà, il y a aussi des petites signatures en fait qui fait que le consommateur, tiens, il y a un petit goût, je ne retrouve pas chez l'autre. Hop, hop. C'est ça aussi, en fait, finalement, ce plaisir d'aller chez l'artisan, quoi. C'est de retrouver quelque chose qu'on ne trouve peut-être pas ailleurs, quoi. Et ce serait très triste, finalement, qu'on ait tous la même chose. Alors moi, je vais vous poser une question, messieurs, parce que moi, je suis pas très doué pour faire le feuilletage moi-même. J'aime bien l'acheter. Est-ce que vous en vendez du cru, si on vous le demande? Ah oui, moi, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça arrive d'abord? Est-ce que les gens viennent chercher du feuilletage chez vous? Oui, moi, ça arrive, je pense. Mais moi, je préfère un client qui vienne acheter un pâton de feuilletage et qui fasse une bonne galette, que d'aller dans un supermarché. Dans la GD, oui, oui. Voilà, où ça sera un moment de solitude. Donc, au contraire, s'il veut faire ça en famille et prendre du plaisir et réaliser ça à la maison avec des bons produits, on est d'accord. Cyril, chez vous, on vend du feuilletage aussi ou de la pâte à brioche ou pas? À Londres, non, ça se fait pas encore beaucoup. Oui, j'ai pas dit que vos boutiques, elles sont à Londres et New York, car évidemment, ça calme. Mais c'est quelque chose. Moi, je suis fils d'artisan aussi. Mes parents avaient des boulangeries aussi, et c'est quelque chose qu'on nous demandait de temps en temps. Ouais, on préfère 10 fois ça, effectivement. Je rejoins Arnaud là-dessus que de voir des gens qui achètent, et qui plus est, un 1er janvier, et ça, je trouve ça honteux, mais bon, c'est un autre sujet, une galette des rois qui va forcément... ça vaut ce que ça vaut, quoi. Voilà. Quant à Christophe, lui, il n'est même pas question de lui demander de la pâte à panettone crue. Il se ferait dézinguer par les Italiens qui sont tous de l'autre côté des Alpes à attendre le moindre faux pas. Allez, on se retrouve dans une minute. On va parler galettes. On va parler des galettes de ces messieurs. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente... Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. On a mis le nez dans la galette, enfin virtuellement. Pour l'instant, mes amis, vous savez qu'on attend un petit peu le déjeuner. Quoique ce matin, j'avoue, ce matin, il m'en restait un petit morceau de vendredi, puisque c'était le jour de l'épiphanie. J'en ai mangé un tout petit bout. C'était pour me mettre dans l'ambiance de ce studio qui regorge de galettes, de panettone, de gâteaux des rois. C'est monstrueux. Mais bon, je crois que tout le monde va en profiter ici à Sud Radio. Avec nous, Cyril van der Stuft, boulanger. Avec nous, Christophe Louis, qui est pâtissier-boulanger. Lui, il fait le lien. Et Arnaud Larère, qui est pâtissier-pâtissier. Voilà, comme ça, il fait le lien avec la galette. Et puis, messieurs, puisqu'on parlait de technique, de technique de feuilletage, etc., il y en a un qui n'a pas raté les cours du soir. Je peux vous le dire, il est avec nous au téléphone et on le salue. C'est Hakim Bouada. Bonjour, Hakim. Bonjour. Hakim Bouada, qui est boulanger à Maison Marquise, à Chevilly-la-Rue notamment, plusieurs boutiques, mais on va dire le flagship, comme on dit pour être un peu branché, c'est à Chevilly-la-Rue. Hakim Bouada, vous avez remporté, c'est pour ça que je vous appelle, ça force le respect, vous avez remporté le prix de la meilleure galette d'Île-de-France à la Confédération, à la Fédération de Paris des boulangers, il y a quelques semaines. Ça, c'est absolument extraordinaire. 220 galettes étaient présentées et vous êtes le vainqueur. Il y a un truc ? Oui, bien sûr, il y a un truc. Forcément, comme tout professionnel qui arrive à être au top de son travail, c'est la rigueur et l'expérience. C'est l'expérience qui nous a amené là, je pense. Alors, j'avais la chance d'être dans le jury, je peux vous dire, il y en avait des bonnes, mais pour arriver premier, il y a un truc, c'est que tout doit être parfait, j'imagine.
Bah quasiment, parce que bon, parfait ça n'existe pas, mais presque parfait, surtout qu'il y a quand même une partie du jury qui est quand même connaisseur. Oui, moi notamment, un peu en galette. Je pourrais me nourrir que de ça, vous voyez. Donc, je suis connaisseur de mon estomac surtout. donc voilà, on a quand même pas mal de fins palais qui font partie du jury. Donc c'est vrai que quand on vous sacre meilleure galette de Paris-Île-de-France, c'est pas anodin. Non. Et c'est pas donné à tout le monde. Bah donc, non, effectivement, on est très content et franchement, de toute façon, on s'en doutait qu'on serait dans le top 3. On n'avait pas trop de doute là-dessus. Ah oui, vous le saviez dès le début. Bon, franchement, parce que ça fait longtemps qu'on fait cette recette-là, ça fait très longtemps qu'on est réputé pour nos galettes. Que les gens font la queue, qui dorment la nuit dans la boulangerie en espérant en avoir une le matin. Il exagère tout. Sud Radio, ça porte bien son nom. C'est la Faconde. Bien sûr. Non, les gens dorment pas devant la boutique, mais ça fait longtemps qu'on est réputé, qu'il y a même des familles qui ont la tradition de prendre la galette chez nous et pas ailleurs. Donc c'est pour ça on se sentait vraiment à l'aise. Et premier coup qu'on se présente, puis on y arrive. Ça c'est génial. C'est vraiment ce qui est top. Je suis très content pour vous, Hakim, parce que c'est une belle promotion. C'est vrai que la Fédération des boulangers de Paris organise toute l'année des concours. Évidemment, la baguette de tradition, le flan, le croissant, la tarte aux pommes. Moi, je rate jamais mon tour. Et là, la galette, c'est quand même un moment très important parce que c'est ce qu'on dit depuis le début de l'émission. C'est l'intersection entre la pâtisserie et la boulangerie. Donc, c'est presque deux métiers qui se retrouvent dans un produit magnifié. De toute façon, il y a quand même deux produits qui ont une notion ou une valeur, j'ai envie de dire sacrale, en boulanger-pâtisserie, c'est la bûche et la galette. C'est-à-dire que tout le monde, quasiment tous ceux de Français de Navarre, dès que c'est le moment de la galette, ils s'organisent à l'avance, ils font ça chez la mamie, chez le papy, chez la belle-mère. C'est quelque chose qui est... Et au bureau aussi, La belle-mère, je sais pas si ça plaît à tout le monde, mais des fois, il faut bien le faire. Donc, c'est quelque chose de sacral. Donc, quand on gagne un concours comme ça, forcément, ça a beaucoup plus d'impact que l'éclair ou le croissant, qui est une consommation de la vie quotidienne. C'est vrai que c'est le concours vraiment qu'il faut pas rater. C'est celui-là qui donne le plus finalement de... j'ai envie de dire, un coup de projecteur, quoi. Pas qu'un coup, parce que nous, regardez, depuis le temps qu'on a gagné, on a fait combien de médias? Et puis c'est incroyable, on a fait plus de 30... Depuis l'annonce par les médias qu'on a gagné... Oui, mais les autres médias, c'est pas important. Vous allez voir, après Sud Radio, ça va être monstrueux. Là, ils vont faire la queue. Hakim Bouada, juste un mot. Vous employez quel beurre? Parce que moi, je suis un fou du beurre. Arnaud Larère, qui est avec nous, qui est breton, il est un fou du beurre, évidemment. Breton, aïe. Oui. Vous prenez un beurre du Charente, je suis sûr. Ouais, Charente-Poitou, c'est ça. Tout compris. C'est souvent, Arnaud Larère, qu'on utilise du beurre, je sais pas, par exemple, que ce soit la Viette, ou que ce soit du Pampli, ou ces beurres charentais qui ont une bonne pâtissiérabilité, je sais pas comment on dit. Une bonne texture. Bonne texture à travailler. Qui sont pas gorgés d'eau, qui sont bien équilibrés, qui sont, on va dire, stables et qui ont, on va dire, une texture un peu plastifiée pour pouvoir faire ce qu'on veut et le travailler de telle ou telle façon. Génial. Alors c'est tout à fait bien alors. Mon cher Hakim Bouada, je rappelle la maison Marquise à Chivy-la-Rue. Je vais vous laisser remonter en boutique parce que un dimanche matin du week-end des rois, ça doit y aller là. Il y a du monde. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que chez nous, quand vous faites la queue, on offre le chocolat chaud, le café et la guimauve pour les enfants. Génial. C'est un petit peu long. Je viens en sortant. Voilà. Gardez-moi une galette. À tout de suite. Merci à tous. Merci et encore bravo. Encore bravo. Ça fait plaisir, Cyril Van der Stuft, de voir un boulanger heureux. Et ce genre de choses, effectivement, sur des produits qui semblent simples, il y a des différences énormes d'un artisan à l'autre. Ouais, tout à fait. Effectivement, sur la galette, c'est vraiment un des produits aussi, mais c'est pas le seul, mais c'est un des produits aussi où tout le monde y va un petit peu de sa petite recette, de son tour de main. C'est ultra important. Tout à l'heure, on parlait aussi vraiment des différents feuilletages, inversés, pas inversés, plus de beurre, moins de beurre, plus de tours, moins de tours. Ça fait la magie, franchement, de l'artisan. Arnaud Larère, la galette. Attendez, je vais faire un parallèle peut-être malheureux. J'en suis désolé pour vous qui m'écoutez. La galette, c'est comme la pizza. C'est pas ce qu'il y a dedans qui compte, c'est d'abord la pâte. Si, non, mais c'est clair, oui. Je suis d'accord. Non, on a le droit de dire ça. Moi, je suis convaincu. Non, mais ce qui est important, c'est sûr, c'est la pâte. C'est la pâte. Mais après, le fourrage, mais que tous les bons pros connaissent, c'est aussi la cuisson. Ah ouais. La cuisson. Et souvent, même l'astuce, c'est que souvent quand il y a des ménagères qui m'expliquent que ils ont voulu faire une galette et que en dessous c'était pas cuit ou
Souvent, ils cuisent à four trop fort. Donc, il faut faire ça à four moyen, 5-6, thermostat 5-6. 180 ? Non, c'est trop. Non, 160. 165 et jusqu'à 40, oui, 45 minutes. Vous savez quoi? On a toujours tendance à croire que plus on met fort, plus ça va dorer. En quelque sorte. C'est ça l'erreur? C'est ça. Ouais, et en dessous, ça n'a pas le temps de croustiller. Quoi. Ouais. On voit juste la surface. C'est brûlé avant d'être cuit. Ouais, on a cramé et cru. Donc voilà, c'est souvent une histoire de température, mais souvent les gens qui le font à la maison pensent pas à ça. Il y a un autre truc qui est important, Cyril, je l'ai vu dans votre livre, c'est aussi présent chez Arnaud, chacun sa recette de dorure. Et la dorure. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai longtemps fait avec de l'eau et du jaune d'œuf. D'autres le font à l'œuf entier. D'autres y mettent du lait. D'autres y mettent même de la matière grasse, de la crème. Bien sûr. Chacun sa dorure, non, pour avoir vraiment cet effet miroir doré. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, depuis longtemps, on nous a toujours dit bon non, des œufs et puis c'est tout, des œufs battus. Oui, puis voilà. Ça. À l'époque, on mettait même une pincée de sel pour que ça puisse dissoudre un peu le chalaze. Hein. Le chalaze, c'est le petit ligament qui tient le jaune au fond de l'œuf. Hein. C'est ça. Et alors, du coup, aujourd'hui, on a un peu arrêté parce que forcément, la pincée de sel, elle était jamais vraiment pesée. Des fois, on se trouve des dorures qui est un peu orangée le matin, parce qu'en plus, le sel donne de la couleur. Ouais. Bref, donc aujourd'hui, c'est quoi quand même, heureusement, tendance à peser comme ce qu'on fait parce que nos clients reviennent aussi quand même pour la régularité de nos produits. Bien sûr. Et puis derrière, oui, des petites recettes. Alors, ceux qui rigolent de ça, mais n'empêche que ça apporte quand même sur un feuilletage. Moi, j'aime bien faire au jaune avec un peu de crème. Bon, le lait fait déjà bien le boulot, mais la crème c'est encore mieux. Du lait entier. On a un brillant qui est assez exceptionnel en sortie du four. On a une coloration du feuilletage qui est vraiment magnifique, quoi. Et vous, Arnaud Larère, c'est quoi votre dorure pour la galette? On est pareil, mais moi je suis avec du lait. Voilà. Des jaunes et du lait. Et aussi pour certaines galettes, pas cette année, mais certaines aussi que si par exemple je fais une galette au café, je mets un petit peu d'essence de café. Ah ouais. Ou quand on l'a fait aussi on l'a fait à la framboise, on a la dorure avait une couleur framboise, et ce qui fait que des fois aussi ça accentue le parfum qu'il y a à l'intérieur. Pas loin, ouais. C'est quoi la galette de l'année? Allez, en 10 secondes, la galette de la saison pour vous, Arnaud Larère, c'est pour moi, cette année, ça va être la galette Malaga, qui est une crème d'amande au rhum, avec des raisins flambés au rhum. Oh bah c'est ce parfum de glace qu'on adorait quand on était gosse, parce que c'était l'interdit du rhum, mais qu'on avait le droit dans la glace. Les raisins au rhum. Et vous, Cyril, cette année, à Londres et à New York? Eh ben, nous, finalement, on est resté plutôt assez classique sur une galette frangipane. Parce que évidemment, les Anglais et les Américains, ils connaissent pas. Hein. Exactement. Donc, voilà, on a une grosse demande quand même, mais il faut que ce soit quand même très classique, très français. Christophe Louis, vous, panettone des rois, il y a quoi dedans? Eh ben, c'est aspiré du calisson et puis de la couronne des rois. Donc l'amande, elle n'est pas dans la frangipane, elle est dans le calisson, en quelque sorte. Il y a de la pâte d'amande, du melon confit chez Maison Lillamant, et de l'orange confite et un peu de fleur d'oranger. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Il est temps de s'en payer une bonne tranche, comme on dit, hein, puisque vous êtes venus chargés et que vous repartirez un peu déchargés, il faut bien le dire. Hein. Ah bah oui, plus léger. Voilà, mes amis, c'est fini. Dimanche prochain, on se retrouve à 10h et on reprend les bonnes habitudes pour cette année qui démarre. Faire ensemble le marché chaque dimanche. Et je m'engage pour 2023 à remplir le cabas avec des informations, des histoires, des portraits, des indiscrétions, des destins, des recettes. Enfin, tout ce qui fait l'actualité de tout ce qui se mange de bon, en général. Enfin, si je peux choisir. Bientôt 11h, direction le journal et tout de suite après, En toute vérité d'Alexandre Devecchio. Et vous retrouverez ensuite Nathalie Schrein-Guirmin. C'est ça la France. À dimanche prochain pour continuer à bouffer la vie sur Sud Radio. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.